Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Veto du mois. Chez Vet Masterclass, nous avons à cœur de vous accompagner dans votre quotidien de vétérinaire, mais aussi de manager ou simplement de vous faire découvrir de nouvelles inspirations. Le Veto du mois est pour nous un moment partagé avec des vétérinaires emblématiques de la profession. Un moment pour essayer de décrypter ensemble le parcours d'un invité, sa vision de la profession, des anecdotes, des conseils ou encore des difficultés rencontrées. Bref, partagez le temps d'une interview, l'expérience de vétérinaires inspirants, des rencontres conviviales, comme si nous étions dans votre salon au coin du feu. Aujourd'hui, nous avons la chance de nous rendre à l'École nationale vétérinaire d'Alfort. Nous quittons pour cet épisode l'Équine pour aller à la rencontre de Dominique Grandjean. Vétérinaire et fier de l'être, il est enseignant-chercheur et mène, entre autres, depuis plusieurs années, des recherches sur la détection des maladies par les chiens. Les récentes études sur le dépistage du Covid par l'odorat des chiens, ça vous parle ? Eh bien c'est lui. On vous laisse découvrir son histoire et son expérience, aussi riche que surprenante de diversité. Olivier Geffroy vous emmène dès maintenant à la rencontre de Dominique Grandjean. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'aller à la rencontre de Dominique Grandjean, vétérinaire et fier de l'être, à ce que j'ai lu, enseignant-chercheur à l'école vétérinaire d'Alfort, 30 ans en tant que vétérinaire-chef chez les pompiers de Paris, chef de département, chef de service à l'école d'Alfort, de l'unité de médecine de l'élevage et du sport, cofondateur du programme Nosaïs, dont on reparlera tout à l'heure, cofondateur, président de course internationale de traîneau à chiens, c'est pareil, je pense qu'on va en reparler tout à l'heure. Je suis très heureux, Dominique, de t'interviewer. Ben, c'est gentil. J'ai pas l'habitude qu'on me traite de chef comme ça dans tous les sens, mais c'est sympa. Bon, on sent, hein, en regardant ton parcours, on sent la passion. Elle vient d'où, cette passion ? C'est une bonne question. Une passion, c'est quelque chose qu'on a en soi et qu'on développe. Moi, j'arrête pas de dire à nos étudiants qu'il faut qu'ils cultivent leur passion et que être vétérinaire, ça ouvre sur tout, quoi. Je veux dire, même à collectionner des timbres, si c'est des timbres d'animaux, ou voilà. Donc moi, je suis tombé dans la marmite pompier et vétérinaire quand j'étais tout petit. Je voulais être l'un ou l'autre. J'ai eu la chance d'être les deux. Et puis, à partir de là, j'avais une autre marmite qui était la marmite sport. Et en fait, quand je suis venu au sport animal, je suis pas du tout un homme de cheval. Je dis toujours, c'est un animal qui est pas très malin et qui sent pas bon. Donc j'ai choisi le chien. Et puis voilà. Donc à partir de là, on tombe dans le chien de traîneau, on tombe dans le chien d'utilité qui se sert de son nez pour trouver un tas de trucs. On devient pompier, et puis on découvre d'autres domaines, et voilà, et tous les domaines s'empilent, ils deviennent tous passionnels, Mais au départ, c'était plutôt passion de l'animal ou passion du métier de véto ? Non, passion de l'animal et de la nature, oui, sans aucun doute. Moi, je suis ardennais, donc j'ai vécu dans les animaux étant petit, de la même manière que j'ai vécu le club de foot de Sedan, qui est resté aussi une de mes passions et dans laquelle on essaye de remettre maintenant du vétérinaire. D'ailleurs, c'est amusant. Mais il n'y a rien de programmé. Il y a juste, à partir du moment où on se passionne pour quelque chose, je pense qu'il faut s'y mettre à 100%. Faut mettre les 100 kilos de bidoche et puis dire on y va, quoi. Sinon, c'est pas la peine. Et pour toi, l'animal, c'est d'abord le chien, avant tout le chien ? Ouais, clairement. Enfin, j'ai deux passions animales, le chien et puis les animaux de la savane africaine, mais en photo. Après, ça, c'est quelque chose que je ferais très volontiers, bien plus que je ne le fais, mais il faut trouver les sous pour pouvoir aller là-bas. Donc le chien, c'est la base, ouais. Vraiment. Quel souvenir tu gardes de tes études à Maison-Alfort ? Très bonne. Très bon souvenir, parce que c'était une époque où quelque part on vivait les choses sans trop se prendre au sérieux, on savait faire la fête sans forcément trop la faire parfois, tout en la faisant beaucoup à d'autres fois. Ce que c'est devenu maintenant, ça me convient moins, je le dis franchement.
Je trouve que voilà, on est entré dans un monde où les étudiants sont là, on sent qu'ils veulent apprendre dans une finalité examinale, ils ont leur petit QCM, donc plus ils peuvent apprendre par cœur une phrase, mieux ils se portent. Et puis il y a tout cet environnement sociétal aussi qui fait que ce que je qualifierais de la bonne connerie de base, du veto de base, est quelque chose qui a disparu au prétexte qu'il faut être politiquement correct. Et voilà, donc... Et de cette époque, quels sont les enseignants qui t'ont marqué ou... Les enseignants qui m'ont marqué, il y a déjà celui qui m'a engagé comme assistant. En fait, dans mon cursus, je suis parti en clientèle dans les Ardennes, et puis bon, ça s'est pas fait pour des raisons... Voilà, c'est pas fait. Donc je suis parti un petit peu faire mon service militaire et puis rester un peu dans l'armée. Et ensuite, je suis revenu ici comme assistant du professeur Ferrando, le célèbre professeur Ferrando, qui était un homme à la fois extraordinaire parce qu'il est passé à ras du prix Nobel. Les gens ne le savent pas, mais je veux dire que c'était l'année où ça a été De Luca sur la vitamine D, mais ça aurait pu être Ferrando sur la vitamine A. Donc on avait une très forte équipe de recherche. Et en même temps, c'était pas un rigolo, quoi. Donc c'était vraiment le mandarin pur et dur, mais qui avait une vision, moi, qui m'a laissé pantois, quoi. C'est-à-dire que on parle de choses qui ont 40 ans maintenant, et à l'époque, les grands thèmes qu'on peut avoir maintenant dans le cadre de l'écologie, des problèmes de la planète, etc., il était déjà dedans et il avait déjà expliqué ce qu'allait se passer. Donc ouais, cet homme-là a gardé mon respect. Il y en a d'autres que j'ai bien aimés, mais c'est vraiment celui qui m'a marqué. Ouais. Et finalement, du coup, ça a été une histoire d'opportunité de devenir enseignant à ce moment-là? C'était... la clientèle me convenait pas, non pas parce qu'on pouvait faire sur une clientèle mixte, c'est pas ça du tout, c'est que je pense que j'ai un problème à l'argent, moi je sais pas demander d'argent. Donc à l'époque il n'y avait pas forcément ASV, etc. Enfin, sur la partie rurale, même sur la partie canine d'ailleurs, donc fallait faire payer les gens et ça me rendait malade. Donc j'ai dit ok, je vais essayer l'enseignement, ça a l'air sympa. Et en fait l'opportunité, elle est venue de l'adjoint de Ferrando, qui était Denis Fromageau, qui lui était de Bulson dans les Ardennes. Et donc quand j'ai frappé à la porte, il me dit vous êtes Ardennais? Alors, ouais, si vous êtes Ardennais. Voilà comment ça s'est fait. Il faut pas être malhonnête. Hein. Et du coup, de transmettre, c'est important pour toi? Ouais, c'est important. Ouais, je pense qu'il y a. Moi, mon domaine d'activité de base, c'est la nutrition. Et c'est vrai que la nutrition, ça peut être passionnant, mais que la plupart des étudiants, et même des vétos, en fait, voilà, quoi, ça les emmerde plutôt qu'autre chose. Il y en a qui arrivent à accrocher. Donc le problème, c'est d'arriver à rendre ça suffisamment attractif pour que les gens accrochent, mais on n'a pas forcément le temps, on n'a pas forcément les moyens non plus pédagogiques de développer des choses un peu excitantes, contrairement à la cancéro, à l'imagerie médicale ou à des choses comme ça. Mais ouais, transmettre ça, ouais, j'adore. Mais là où j'adore un peu plus, c'est ce qui est médecine sportive appliquée aux chiens, quoi. Parce que j'ai vu que tu avais un site internet, alors dedans on voit des trucs et astuces, choses comme ça, donc c'est la transmission au grand public aussi, tout ça, c'est... Ouais. Et le site internet, je l'ai pas depuis une paire d'années, je m'en suis pas occupé, je le reconnais. Mais j'ai toujours ça en tête, d'essayer justement de... En fait, moi je pars du principe qu'une information scientifique, on va la décliner au niveau scientifique avec une belle publication, puis après on va la descendre au niveau technique, je dirais, pour la pratique courante enfin scientifico-technique pour le veto, puis on va la descendre au niveau technique pur pour l'éleveur ou le professionnel du chien, je parle chien, puis après on va la descendre au niveau grand public. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de prendre une info qui peut être très compliquée, puis essayer de la décortiquer pour que le public la comprenne bien. Le défaut que j'ai compris en fait au fil du temps au niveau d'une frange de la population véto, c'est que souvent les vétos ils sont contents quand on leur fait des conférences auxquelles ils comprennent rien. Et ça, c'est un truc qui me fascine, quoi. C'est-à-dire que s'ils comprennent pas, c'est de la science, donc ils ont assisté à de la science. Non. Plus on simplifie les choses, plus on peut les expliquer simplement et faire comprendre, mieux on se porte, quoi. Et moi, j'ai connu des enseignants chercheurs ici qui
je citerai pas les noms, mais qui faisaient tout pour que leur truc soit incompréhensible avec des flèches dans tous les sens, parce qu'ils disaient, voilà, ils comprennent pas, donc ils sont obligés de faire appel à moi. Ah non, non, c'est pas intéressant. C'est magnifique, mais je suis trop bête pour comprendre. Ouais, c'est un peu ça, alors qu'en fait, je crois qu'on peut tout comprendre à partir du moment où, moi, si les étudiants comprennent pas quelque chose que je leur explique, c'est que c'est ma faute. Et moi, j'aime bien quand on m'explique quelque chose que je comprenne. Je pense pas être plus con qu'un autre. Si je comprends pas, c'est que la personne en face s'est mal expliqué. Voilà. Mais est-ce que finalement, entre l'époque où nous étions étudiants, qui s'éloignent quand même, et aujourd'hui, il y a pas, finalement, on n'est pas passé sur des générations qui ont été coupées du monde animal. Je pense que nous, on a connu une époque où, en France, on était encore très connecté au monde rural, ce qui est plus du tout le cas aujourd'hui. C'est un peu, il n'y a pas longtemps, là, je faisais un topo à l'UNESCO, à l'Université de la Terre, et c'était un peu ça le sujet, quoi. C'était de se poser la question, mais je veux dire, le monde, il s'est urbanisé. Les jeunes populations sont urbanisées. Donc le monde rural, le contact avec l'animal dans le monde rural, voilà, il a quand même fortement diminué. Après sont arrivés Internet, les jeux vidéo, enfin tout un tas de choses qui sont complètement dématérialisées. Donc des jeunes qui s'intéressent vraiment à l'animal, je pense que le nombre a diminué. Je ne dis pas que la qualité a diminué, mais le nombre a diminué. Donc je crois sincèrement que le problème fondamental de nos sociétés, c'est de ramener des sciences de la vie et de la terre, comme on dit, dans la formation des jeunes. J'ai entendu il n'y a pas longtemps que notre ministre de l'Éducation nationale allait remettre des maths. C'est bien que la France soit un pays de matheux, mais je veux dire, à un moment donné, si on veut une bonne écologie bien comprise, intelligente, pas extrémiste, si on veut une bonne protection animale ou une genèse d'un bon bien-être pour les animaux, faut commencer par savoir comment ça marche. Et pour savoir comment ça marche, il faut commencer le plus tôt possible. Donc on développe des fermes dans les villes, qu'on amène des animaux dans les écoles, qu'on enseigne la biologie et les sciences de la vie aux jeunes. Et après, ça se fera tout seul, quoi. Que la société évolue, c'est normal. Là, je trouve qu'il y a un hiatus qui se crée, c'est plus qu'évident. J'ai bien entendu ce que tu nous disais sur le professeur Ferrando. Je trouve qu'aujourd'hui, on voit clairement que la nutrition semble être au cœur des plus grandes problématiques pour l'humanité pour les années à venir. Être professeur de nutrition, ça donne un regard particulier sur le monde ? Ouais, je crois. Parce que, d'abord, on voit les choses sous l'angle nutrition, pas sous l'angle, je sais même pas comment le qualifier, mais de tous ces phénomènes de mode qui arrivent actuellement. Et finalement, quand on regarde ce qui touche au gluten, au lactose, aux céréales, au ceci, au cela chez l'homme, ça vient de tweets ou de machins comme ça qui sont partis de starlettes californiennes. Et puis, voilà, bon. Alors forcément, derrière, il y a un marketing qui s'enfourne dans la brèche, y compris un marketing médical. Et puis, on en vient à créer des nouvelles maladies chez l'homme. Pas se cacher ça. Et donc, forcément, nous, derrière, qu'est-ce qu'on fait ? On copie et puis on applique à l'animal. Bon, ça, c'est déjà une première problématique qui me gêne. Et puis après, il y a les choses qui, pour moi, sont incompréhensibles à l'échelon planétaire, quoi. C'est un truc... on vit actuellement la guerre en Ukraine. Alors, l'Ukraine, gros pays producteur de céréales et autres, la Russie aussi, sauf que la France, c'est quand même un pays exportateur de céréales. Donc, en quoi est-ce que... Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas s'intéresser à ce qui se passe en Ukraine, moi, s'en faut. Mais en quoi est-ce que cette guerre peut générer un problème de carence en céréales en France ? Je ne comprends pas. Je peux être complètement idiot, il y a sans doute des économistes qui vont, etc. Mais la problématique, c'est pour les pays qui sont dépendants. Donc à nous de les aider et de faire en sorte que... je crois, quand on s'intéresse et qu'on connaît la nutrition, on se dit qu'il y a quand même... là encore, il y a quand même des gros efforts à faire pour arrêter de rendre les choses aussi simplistes. Et je prends toujours l'image de la nutrition du chien, parce que c'est mon exemple de base, quoi. Mais je veux dire, sans céréales, voilà, des gens qui disent, mais
C'est un carnivore, il est fait pour manger que de la viande. Ben oui, c'est un commensal de l'homme depuis des siècles, qui a toujours finalement mangé les restes de l'homme. Et les restes de l'homme, que ce soit des restes qui ressortent au niveau fécal ou ce qu'il n'a pas mangé, bah ouais, il y a aussi des restes de céréales, quoi. Et donc on le voit bien, parce que les gens qui ont regardé le potentiel amylasique en faisant de la génomique sur des cadavres de chiens qui ont 6000 ans, et qui ont suivi ça au fil du temps, on voit bien que le potentiel amylasique des chiens est devenu parfaitement normal et cohérent en dessous du 45e parallèle. Voilà. Mais par contre, les chiens nordiques qui vivaient au-dessus, eux, ils n'ont pas eu ce développement de potentiel amylasique. Donc, ils sont plus sensibles à l'excès d'amidon, donc de céréales. Voilà. Bon. Bah, moi, j'aimerais bien qu'on explique ça aux gens et qu'ils arrêtent de nous dire il faut acheter des aliments sans céréales. Pour prendre un exemple, hein. Parce que concrètement, que font les fabricants? Ils enlèvent les céréales, ils mettent des pommes de terre à la place, mais ça reste de l'amidon. Qui plus est un amidon qui est de moins bonne qualité. Donc, enfin voilà quoi. La nutrition pour moi c'est ça, c'est ce qu'on voit, ce qu'on a nous au quotidien, et éviter les phénomènes de mode. Et puis d'une manière très générale, c'est de l'alimentation cette fois-ci, c'est-à-dire on alimente les humains et en particulier ceux qui n'ont pas de quoi bouffer au quotidien. Et là, ça devient de la géopolitique quelque part, mais c'est une géopolitique dans laquelle il faudrait infuser quand même un peu d'intelligence nutritionnelle, je crois. Et alors pour toi, le concept One Health, c'est un process marketing ou c'est quelque chose qui justement vient se poser au bon endroit par rapport à ce que tu nous expliques? One Health, je trouve que c'est un parfait concept de ce que doit être la santé. Je veux dire, on ne peut pas concevoir actuellement. Là, on sort, nous, on est toujours dans le chien de détection médicale, mais on sort de plus de 2 ans et demi de travail sur les chiens de détection de la Covid. Ça m'a permis quand même de côtoyer et de découvrir beaucoup de choses et d'expliquer en particulier à des médecins qui considèrent que seuls des médecins de l'homme peuvent soigner des maladies de l'homme, bah que déjà, dans leur concept et dans leur paradigme à eux, ils ne pouvaient pas soigner ces gens-là sans avoir des machines qui n'ont certainement pas été conçues ni réalisées par des médecins. Donc ça prouve bien qu'ils ne peuvent pas faire leur médecine sophistiquée sans d'autres professions. Que deuxièmement, quand on parle d'une zoonose, bah oui, effectivement, les vétos, enfin en matière de coronavirus, les vétos étaient quand même largement en avance sur les médecins, et ça en ennuie certains. Et puis derrière, il y a les autres professions connexes. Et avec nos chiens, on a démontré quoi? On a démontré que le triptyque médecin, véto, cynotechnicien, bah, ils pouvaient travailler très bien ensemble. Et à partir du moment où on est avec des médecins de terrain, du domaine hospitalier, pas les médecins administratifs, hein, mais les vrais, ceux qui soignent, bah, on se rend compte que ça fuse dans tous les sens entre ces 3 professions-là. Et donc, c'est du One Health pur et dur, quoi. Donc, moi, j'y crois à ça. J'y crois, mais il faut pas l'enferrer comme c'est fait actuellement en disant, bah, les zoonoses. Oui, ok, les zoonoses. D'accord. Et si nous, Veto, on avait des idées, ou on avait des concepts, ou on avait des paradigmes nouveaux à amener à la médecine, et qu'elle nous écoute, la médecine humaine. Il n'y a pas que les zoonoses dans One Health. C'est un tout. C'est un tout. Je veux dire, et ça inclut des gens qui ne sont pas vétos, qui sont des environnementalistes, qui peuvent être des épidémiologistes, des biologistes, des chimistes, des physiciens, est-ce que je sais, moi. C'est ça, One Health. C'est tout le monde veut la santé de l'homme. Donc, oui, c'est vrai que quand on est enseignant, on est aussi chercheur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous expliquer un peu Nosaïs? Alors, Nosaïs, c'est un programme qui est né il y a déjà 5 ans. En fait, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis des années, qui était d'essayer de développer le chien de détection médicale. Donc, on n'est pas les seuls à travailler là-dessus. Il y a des équipes dans quelques pays. Mais on a démarré il y a 4 ans au Liban, en collaboration avec l'université Saint-Joseph de Beyrouth, parce que j'étais devenu ami je suis toujours ami avec un professeur de cette université qui est un spécialiste de cancérodigestive, chirurgien, et qui est en même temps un fanat de chien. Donc on a démarré sur les cancers du côlon là-bas. Alors pourquoi est-ce qu'on a démarré là-bas? C'est parce que ce que j'ai découvert au fil du temps, c'est que ce soit de la sueur ou un morceau de tumeur pour former un chien, en France, il faut 15 tonnes d'autorisations diverses et variées.
On est obligé d'avoir un CHU, passer par la Commission de protection des populations, la CNIL, les autorisations de transport, constitution de bases de données, etc. etc. Donc, au Liban, c'était beaucoup plus simple. Donc, on a pu créancer des chiens sur les 5 grandes typologies de cancer du côlon. Et derrière, une fois qu'ils ont été formés, on a dit on va se comparer aux coloscopies. Donc tous les gens qui venaient en coloscopie à l'hôpital Hôtel-Dieu de Beyrouth, on leur proposait de se mettre une compresse entre les fesses pendant 3 minutes. Puis cette compresse, on la mettait dans un sachet sous vide, ça partait voir les chiens. Bien évidemment en aveugle, même en double aveugle. Ils faisaient leur colo et puis ensuite on comparait les résultats. Voilà. Et aujourd'hui, on doit être à, 200, la cohorte doit être de 200 personnes. Il y a 18 cancers qui ont été marqués par les chiens, 18 cancers qui ont été trouvés par la coloscopie, et ça match. Donc on est à 100% de bons résultats, mais on l'a présenté en congrès, mais pour l'instant on ne publie pas parce que 100%, la biologie elle n'aime pas trop 100%. Donc je préfère attendre que les chiens fassent une erreur ou deux. On sera je pense... Ou la coloscopie. La coloscopie, oui. Donc ça, c'était le départ. Et puis quand est arrivé Covid, on s'est réunis, c'était tout début mars 2020. Donc il y avait Riyad Sarkis, le Libanais, Clotilde Julien, qui était mon adjointe, et moi. Et on s'est dit, après tout, pourquoi pas, quoi. Ça s'était jamais fait. Enfin, je veux dire, personne n'avait jamais cherché si le chien pouvait marquer un portage de virus actif. Voilà. Donc ça n'a pas été simple parce qu'il a fallu chercher quelle typologie de prélèvement. Alors la sueur axillaire, c'était bien parce que bon, il n'y a pas trop d'excrétion virale par la sueur. Et puis, il n'y a même pas. Et puis en zone axillaire, on risquait pas trop les contaminations passives. Après, il a fallu trouver les collaborations avec les hôpitaux. Donc là, ce point de vue-là, il ne faut pas se plaindre. Les grands hôpitaux du coin ont joué le jeu. On a fait notre preuve de concept avec des chiens qui étaient tous des chiens de sapeurs-pompiers, donc des chiens de recherche de personnes ensevelies ou égarées, qu'il a fallu adapter à une nouvelle typologie de recherche, trouver le système, les cônes d'olfaction, etc. Bon, on a montré que ça marchait. Après, on a validé un certain nombre de chiens en sensibilité, en spécificité. La PHP et la région Île-de-France sont venus en disant on va faire une grosse manip terrain cette fois-ci. Et là, on était complètement dans le brouillard, c'est-à-dire qu'on recevait des prélèvements numérotés, poum poum. Et là, on est sorti sur les symptomatiques à 97% de sensibilité et 100% sur les asymptomatiques, sur une cohorte de plusieurs centaines. Donc là, ça a commencé, les gens ont commencé à nous regarder plus sérieusement. On a été aidé par l'OMS, et puis par des boîtes privées comme Royal Canin ou Dome Pharma. Rien de l'État français, très clairement. J'attends toujours aussi que la profession vétérinaire fasse coucou et nous donne un coup de main. Ça n'a pas intéressé des masses. Et puis voilà, on a fait des petits dans 60 pays, on a piloté une 60aine de pays, il y en a plein qui ont déployé. C'est assez rigolo parce que c'est surtout des pays comme les Émirats, le Bahreïn, le Pakistan, l'Inde, l'Arabie Saoudite, enfin, des pays où on dit que le chien, c'est... Voilà. On a beaucoup développé nos collaborations avec l'université de Hanovre en Allemagne, et puis toutes les universités qui ont bossé dessus en Amérique du Sud, quoi, Brésil, Argentine, Chili. Les seuls avec qui on n'a pas collaboré, c'est les Anglais. Mais bon, on va les battre bientôt en Coupe du Monde, donc on aura notre vengeance. Et voilà, donc objectivement, c'est un très beau boulot qui, en 2 ans et demi, ça a généré quand même de notre part 18 publications. Je pense que c'est... Voilà, puis des publications dans des revues humaines. Je me prends pas du tout au sérieux, je dis juste que c'est, je crois, de la belle ouvrage. Les académies de médecine et vétos sont prononcées. Voilà. Alors, bon, finalement, pour ne déboucher sur rien, parce que l'État français, ou du moins le ministère de la Santé et ses hauts cadres médicaux, c'est là où on se rend compte qu'il y a des paradigmes qui ne passeront pas chez ces gens-là. Le paradigme chien qui peut aider, même pas la peine, et le paradigme vétérinaire qui peut aider à une maladie humaine, même pas la peine non plus. On parlait de One Health,
chez ces gens-là, Direction Générale de la Santé, c'est pas vraiment leur truc. Hein. Voilà. C'est vrai que j'ai suivi ça comme tout le monde hein, dans la presse. Ça m'a vraiment bluffé. Ayant moi-même eu pendant 15 ans une casquette d'enseignant-chercheur, je sais à quel point le temps recherche peut être un temps long. Et plus particulièrement quand on est d'un côté académique, où tu l'as souligné sur la difficulté de faire certaines recherches en France. Donc c'est pas facile d'être réactif comme ça quand on est chercheur. Non, c'est pas facile. C'est-à-dire que c'est facile d'être réactif. Je crois que ça, on peut toujours, à partir du moment où on a une petite équipe, des gens motivés, qu'on sait les bouger, il n'y a pas de problème. Bon, derrière, c'est vrai que, je veux dire, on a travaillé avec les pompiers des Yvelines, on travaille encore avec les pompiers de l'Oise. La brigade de sapeurs-pompiers de Paris, elle a réagi en mettant fin à mon activité avec eux. Parce que, voilà, il fallait pas se lancer dans un truc dont on savait pas s'il allait réussir ou pas. Donc je me suis un petit peu fâché avec eux. Et puis, du coup, je suis plus pompier de Paris depuis quelques semaines. Ce qui est difficile, hein, parce que quand on a fait 30 ans et qu'on quitte une institution comme ça, sans même un merci ni rien, c'est un peu difficile à vivre. Mais je crois qu'on peut, quand on croit en une cause, c'est comme les aspects passionnels, quoi. Si on va pas dedans, et si on dit pas, je vais vraiment me dépouiller pour essayer de montrer que ça marche, c'est pas la peine de le faire. Alors on aurait pu se tromper, on s'est pas trompé, ça marche. Ce qu'on espère maintenant, c'est qu'à partir de ce qu'on a fait sur Covid, on va pouvoir rebondir sur d'autres choses. Ça nous a permis quand même d'intéresser pas mal de chefs de service de la PHP. Donc en ce moment, on est sur la détection des cancers à haut risque de la prostate. Donc pas les cancers de la prostate, mais ceux qui tuent vraiment. Ce qui est plus difficile que de trouver simplement des tumeurs prostatiques. Et là, ça marche aussi. Donc on va avancer avec des chiens des étudiants de l'école. Hein. Ils sont 12 à bosser avec nous. Là, on va se lancer sur la maladie de Parkinson en collaboration avec l'université de Washington State aux États-Unis. Ils sont un peu en avance sur nous, mais ils vont nous donner des prélèvements. On va bosser avec les neurochirurgiens d'Henri Mondor. Derrière ça, on a un projet de développement sur la dengue, parce que si j'ose me dire, j'ai peut-être tort, mais que voilà, Covid, on est parti au moment où Covid arrivait. La dengue, elle va arriver. C'est-à-dire, dans 2 ans, on va vraiment parler beaucoup de la dengue en France. Donc, si on a des chiens qui sont prêts pour faire du dépistage effectif de dengue et de moustique tigre dans 2 ans, peut-être quand même, cette fois-ci, que la DGS dira « Ah, c'est peut-être intéressant leur truc, quoi. » Voilà. Donc, on a d'autres projets derrière. Après, c'est une question de moyens. Donc on s'est dit, on va faire un bouquin, on va raconter aux gens l'aventure des chiens de la Covid. Là, il va sortir en mars prochain. L'objectif, c'est vraiment qu'on dise tout ce qu'on a fait, y compris d'ailleurs les mauvaises choses qui nous sont tombées sur le nez, ou les mauvaises personnes. Voilà, c'est un bouquin qui fera pas vraiment de cadeau, mais j'en ai pas à faire. Je suis persuadé que dans 20 ans, le modèle qui est celui dont je rêve, c'est-à-dire 7 500 000 chiens en France, 1% des propriétaires de chiens, 75 000, qui, au lieu d'aller faire pisser leur chien le dimanche, se disent on va mettre notre chien dans un club, je sais pas, dans une structure de formation à la détection d'une maladie. Et qui disent une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, je mets mon chien à disposition pour aller sniffer des prélèvements de maladies chroniques. Eh ben, on arrive à un système de dépistage ultra précoce qui coûte pratiquement rien. Voilà. Et la démonstration qu'on avait faite du fait que si on avait déployé 1000 chiens en France, avec les coûts de formation et les coûts de fonctionnement, on pouvait faire 12 millions de prélèvements par mois, ce qui revenait à un coût de 30 centimes par test, comparativement aux 45 € minimum des PCR et aux 35 € des tests antigéniques et les autres tests qui servent à rien, je pense que la France aurait fait des économies, quoi. Voilà. Bon. Maintenant, c'est de l'économie d'échelle. Ça n'empêchait pas de faire des PCR derrière, bien évidemment, sur les positifs chiens, mais ça permettait d'économiser pas mal de tests et de faire des choses qui étaient non invasives, à résultat immédiat, peu coûteuses, et plutôt sympa, quoi. Je veux dire,
Quand on a failli le faire sur les enfants, de faire un test sur 10 000 enfants dans les écoles, à l'époque où il fallait tester les enfants tous les 2 jours, c'est quand même le ministre de l'Éducation nationale qui est venu dire ah ben non, faut pas le faire, vous allez emmerder nos enseignants. Mais toutes les écoles avec qui on voulait bosser, mais tous les enseignants étaient plus que fanats. Plus que fanats. Donc voilà, ces choses-là, à un moment donné, il faut les faire éclater. Je ne sais pas si j'y vivrai suffisamment vieux, mais j'espère qu'elles éclateront. Ouais. En tout cas, c'est passionnant et finalement, on voit un champ d'action potentiel qui est énorme. Oui, il est énorme. Et je pense que bon, l'OMS en est consciente. D'abord pour les pays qui n'ont pas les moyens, ça c'est vrai, mais en même temps, voilà, on a été beaucoup aidés, non pas financièrement, mais aidés par les Émirats Arabes Unis. C'est quand même très surprenant, qui nous ont aidés en fait à monter des congrès virtuels dans lesquels on a regroupé les différentes équipes qui travaillaient là-dessus. Donc maintenant, on a un network, on a un réseau. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'on arrive à bâtir aussi une recherche dans laquelle on se partage le travail. Puisque le monde de la recherche, c'est souvent des équipes qui se bouffent le nez, quoi, hein, clairement. Il y a celui qui arrivera le premier, qui détruira l'autre, etc. Là, le chien, c'est ce que je vais dire, peut-être ridicule, mais tous les chiens du monde se comprennent et parlent la même langue. Donc je ne vois pas pourquoi nous, humains, on n'arriverait pas, grâce à la thématique chien, à faire exactement la même chose. Donc c'est un autre rêve. Et je pense que dans ce domaine-là, dans le domaine de la détection olfactive canine, on l'a quasiment concrétisé, quoi. Voilà. Donc c'est pas bisounours, hein, ce que je vois là. Je suis persuadé, mais vraiment persuadé, qu'il y a des milliers et des milliers de gens qui seraient heureux de mettre leur chien à disposition et de lui apprendre ce genre de choses. Un beau rêve en tout cas. On en a un tout petit peu parlé, donc j'ai bien entendu au départ que sapeur-pompier, c'était l'autre vocation. Et donc, finalement, comment un professeur de nutrition devient colonel des sapeurs-pompiers? Oh, bah là encore, par hasard. Par hasard, parce qu'il y a des années, enfin, moi, être sapeur-pompier, c'était un rêve, c'est vrai, mais je l'avais un peu abandonné. Et puis un jour, on avait monté les portes ouvertes. Je m'occupais des portes ouvertes ici à Alfort. Et je voulais qu'il y ait un maximum d'animation et tout. Donc j'ai demandé aux pompiers de Paris de venir. Et puis là, ils m'ont dit, bah, on n'a pas de veto. Voilà comment ça s'est fait. Et ouais, c'est parti comme ça. Donc j'ai signé un contrat de réserviste activé qui m'a pris... voilà, quoi. Je pense que j'ai tourné pendant 30 ans à 140 gardes de 24 heures par an. Et ça m'a coûté ma vie privée, hein, très clairement. Plusieurs fois. Mais voilà, je ne vais pas dire que je ne regrette pas, c'est pas ça, mais ça m'a permis de vivre aussi tellement de choses qui sortent de l'ordinaire, qui sont enthousiasmantes. L'institution sapeur-pompier de Paris est une magnifique institution. Elle est parfois commandée par des gens qui ne sont pas magnifiques, parfois, mais comme on dit, il y a des cons partout. Hein. Est-ce que tu pourrais nous partager un ou quelques souvenirs qui te rendent fier ou qui symbolisent un peu cet engagement? Oh, bah, ce qui rendent fier, c'est quand... en fait, le vétérinaire, qu'est-ce qu'il a comme tâche chez les pompiers? C'est déjà la question qu'il faut se poser. Il a les tâches qui sont liées aux ordinaires, donc restauration collective, etc. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus excitant, mais il faut le faire. Il y a le suivi des chiens de recherche. On en a 26 chez les pompiers de Paris. Il y a la mise en place de tout ce qui est équipe animalière. Ça n'existait pas à l'époque, donc capture d'animaux dangereux, gestion d'animaux blessés voie publique parce que c'est des animaux potentiellement dangereux. Et puis il y a tout le risque biologique. Voilà en gros ce qui étaient mes tâches chez les pompiers de Paris. Bon, bah là-dedans, il y a forcément des choses. Quand on est dans le secteur cynotechnique, par exemple, recherche de personnes ensevelies, bah, on va passer son brevet 10 Cyn 3, donc on devient conseiller technique cynotechnique, ce qui fait que s'il y a une grosse intervention, bah, on devient responsable en fait de l'intervention des chiens. On décide, voilà. Donc on est forcément à un moment donné face à des interventions qui marquent. Je pense que, une de celles qui est, j'en ai deux moi qui m'ont marqué, c'est l'effondrement du 2 à Charles de Gaulle. Et puis Concorde, quoi. Je veux dire Concorde. Voilà, les chiens sont là pour être engagés
pour retrouver, cette fois-ci, pas des personnes vivantes. Mais en plus de ça, Concorde, moi à l'époque, j'étais marié à une navigante Concorde, et j'étais persuadé qu'elle était dans l'avion, donc c'est un truc qui est resté, quoi. Je veux dire, ça a généré plein de choses qui sont pas bien, mais voilà, c'est la vie. Et puis après, il y a les interventions qui sont plutôt rigolotes, quoi. Ça va du tigre dans un appart aux trois lamas sur le périphérique à 3 heures du matin. Enfin, Paris est peuplé de... Alors, pas une majorité, bien évidemment, mais alors il y a quand même un paquet de malades mentaux, quoi. Non, mais vraiment, hein. Une fois, des mecs bourrés qui ont, dans le 16e arrondissement, ils vont piquer un chameau dans un cirque, un dromadaire, et ils le montent au 4e étage d'un immeuble. Alors, heureusement qu'il y avait un creux entre l'escalier qui va là, et ils l'accrochent à la porte d'un copain à eux, ils sonnent et ils se barrent, quoi. Voilà. Bon. Un chameau, ça monte bien, enfin un dromadaire, ça monte bien les escaliers, mais ça les descend pas, hein. Voilà. Donc il faut s'amuser à 3 heures du mat pour trouver le moyen de leur descendre. Enfin, je pourrais en faire des milliers comme ça. Faut réfléchir, voilà, c'est le boulot de pompier, quoi, trouver ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire. J'ai fait une petite partie de ce boulot de pompier quand j'étais aspirant à l'école militaire, où j'allais m'occuper de l'ordinaire, notamment des pompiers de Paris, puisqu'ils sont des pompiers militaires. Et j'avoue que c'était un peu la récompense d'aller voir les pompiers, parce qu'on voyait des gens qui étaient dans la vraie vie, et puis il y avait toutes ces problématiques de repas, s'il y a intervention, pas intervention. En fait, c'était très intéressant. Ah bah ça, j'ai bien vécu, et bien sûr en collaboration avec les vétos du service de santé des armées, qui sont responsables du côté inspection, mais qui des fois ont du mal à comprendre que quand les gars reviennent d'un feu à 4 heures du matin, ils ont envie de se faire une omelette, et que le côté hygiène alimentaire, il passe un peu au second plan, quoi. Mais bon. Je sais que tu t'es formé sans doute dans ce cadre-là à la médecine de catastrophe. Oui. Qu'est-ce qui te reste de cette formation ? Ce qui me reste, c'est ce dont je me suis servi, quoi. C'est des gestuels, c'est des réflexes tactiques, si je puis dire. C'est de m'être plus impliqué sur le NRBC, enfin du moins sur la partie B du NRBC. Après, on avait monté un diplôme de médecine vétérinaire de catastrophe et d'environnement ici, en 2000, qui a tourné quand même quelques années. On a fait quelques jolies promotions de ce diplôme, qui était un diplôme intéressant. Et puis il a fallu arrêter, mais pour des raisons financières. Alfort était à sec donc on a pioché dans les caisses des différents diplômes, et après, pour relancer, c'est difficile. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a relancé avec un copain qui s'appelle Hugues Guyot, qui est enseignant-chercheur à l'université de Liège. Et donc, on l'a relancé en Belgique. Et là, l'idée, c'est de passer assez prochainement sur un diplôme qui se ferait en langue anglaise et qui deviendrait un diplôme européen de médecine vétérinaire de catastrophe. Et de développer un petit peu justement ce qu'est le côté véto-pompier dans d'autres pays. Ce diplôme a permis que ça commence à bien se développer en Belgique. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de pays dans lesquels il y a des véto-pompiers. C'est vraiment une particularité presque franco-française. Et tu as eu l'occasion d'accompagner les pompiers sur des grandes catastrophes humanitaires, on les voit pas. Oui. Quelques tremblements de terre, ouais. Voilà, c'est... On en revient changé d'une expérience pareille ou... Ouais, ça dépend un peu. Il y a des choses qui sont très... Mais non, je peux pas dire ça. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui font mal parce que c'est des catastrophes, parce qu'il y a des humains, voilà. Mais il y a des choses qui font mal aussi parce que on va sur une situation catastrophique à la demande du pays qui a subi cette catastrophe, normalement. Nous, on n'est pas des organismes non gouvernementaux, et parfois on se demande si de la part de ces pays-là, il n'y a pas une part de cinéma, quoi. Voilà. Arrière-pensée politicienne ou une utilisation de l'image. Ouais. Des choses... je sais pas. Je veux pas entrer là-dedans parce que ça donnerait des images pas belles de certains pays. Voilà. D'accord. Alors,
Être sapeur-pompier, on peut dire que c'est porter des valeurs particulières, on va dire. Oui, ah bah oui, je crois qu'il faut être altruiste, faut avoir envie de donner ou d'aider les autres. Je dirais pas les sauver, c'est pas le problème, on sauve ou on sauve pas, mais au moins on essaye de donner un maximum. Après, on est quand même souvent déçu parce que c'est pas qu'on fasse ça pour que les gens disent merci, mais enfin, au moins qu'ils gueulent pas, quoi. Voilà. Et je trouve, enfin, du moins, moi, ce que j'ai vécu en 30 ans dans Paris, j'ai vécu des moments où vraiment c'était, voilà, on voyait qu'on avait fait des choses bien, et puis d'autres moments où on avait fait des choses bien, et puis on avait en face des gens qui étaient juste ignobles, alors qu'on était venu les aider, ou des fois, c'est une prise de tête pour partir de Maison-Alfort pour aller à Meudon à 18 h le soir en faisant pimpon avec des gens qui empêchent une voiture de pompier de passer, quoi. Ouais. Et là, on se dit, mais c'est des malades. Donc ça, moi, je l'ai vécu en tant que véto, mais imaginons les véhicules de secours à victimes ou des ambulances réanimation. Quand quelqu'un fait un arrêt cardiaque, à un moment donné, ou s'il est en fibrillation, s'il n'est pas pris en compte dans les 12 minutes, on réveille un poireau. Donc les gens devraient comprendre quand même que une urgence, parfois, c'est une vraie urgence vitale, et que les pompiers de Paris, ils voudraient pouvoir tenir leur engagement d'être sur place dans les 6 minutes qui suivent l'appel. Et des fois, ils peuvent pas. Des fois, ils peuvent pas parce que les gens veulent pas les laisser passer. C'est aussi con que ça. Donc, bon, voilà, connerie humaine, une fois de plus. Alors, on va changer de secteur. Parle-nous de l'aventure de la Grande Odyssée. Ah, la Grande Odyssée, c'est fini pour moi. Oui. C'est fini depuis 2014. Bon, un jour, j'avais vu arriver dans mon bureau un gars qui s'appelait Henri Cam, paix à son âme, et puis Nicolas Vanier, et voilà, quoi. Et donc, j'étais parti avec eux pour monter une grande course dans les Alpes, ce qu'on a fait. Mais en 2014, moi, j'en suis parti avec l'ensemble des bénévoles de mon équipe, si je puis dire, parce que j'étais pas du tout en phase au plan éthique, quoi. Enfin, je veux dire, là encore, j'ai peut-être un problème avec ce qui est financier, mais pour moi, je voyais encore les choses sous un angle bisounours. Donc, on a monté les Carrodes dans la foulée. Les K, ça veut dire chien en vieux patois savoyard. Rod, c'est en hommage à l'Iditarod, qui est la plus grande course de chiens de traîneau au monde en Alaska. Et les Carrodes, en fait, c'est pas dupliqué de la Grande Odyssée, pas du tout. C'est une course par étape, à 9 étapes de 25 à 40 km. C'est une Coupe du Monde IFSS, donc on est sur le côté sportif, avec un staff de 60 bénévoles. Et puis voilà, quoi, on a réussi à former une vraie famille de bénévoles qui se retrouvent tous les ans, qui chacun connaît son boulot, c'est juste parfait. Et c'est tellement bien que finalement on attire un nombre de concurrents que d'autres n'arrivent pas à attirer, clairement. L'an dernier, on avait au total, entre les Carrodes et les 2 trophées, on avait 130 participants, quoi. Donc c'est autre chose. C'est vraiment autre chose, même si ça reste du sport de traîneau. Et ça, c'est tout aussi passionnel parce que je reste persuadé, enfin je souhaite que le sport de traîneau apparaisse au JO un jour. Maintenant, comme on parle de supprimer le cheval, je suis pas sûr qu'on arrive à faire passer le chien. Mais le ski joring, par exemple, c'est quelque chose qui a sa place. Enfin, je veux dire, c'est l'homme ou la femme en ski de fond, le chien, un ou 2 chiens devant. C'est une discipline éminemment physique. Là, il y a un partage d'efforts qui est vraiment même beaucoup plus qu'en cheval, d'ailleurs, parce que l'humain qui est sur le dos du cheval, d'aucuns me disent qu'il se fatigue beaucoup. Mais bon, il est quand même sur le dos du cheval. On va pas se lancer dans une polémique. Non, mais c'est histoire de dégratigner un petit peu mes copains. Voilà, donc moi, je pense que des courses comme ça peuvent aider. Après, il y a cette problématique bien-être animal enfin, c'est pas une problématique. Pour nous, c'est une évidence, le bien-être animal. Maintenant, pour certaines personnes, le fait d'avoir un chien qui court dans la neige,
bah, c'est une atteinte à son bien-être. Mais là encore, c'est une parfaite méconnaissance de ce qu'est l'animal. Enfin, on peut pas le rendre plus heureux qu'un nordique ou un chien de chasse. Quand il court comme ça dans la neige, il est content. Puis n'importe quel chien, on lui met un harnais, de toute façon, il tire dedans parce qu'il aime bien. De la même manière qu'un chien qui sniffe de la drogue, de l'explos, des personnes, des maladies, mais c'est grand bonheur. Enfin, moi, je voudrais que les gens voient travailler ma petite Labrador, ils ne se poseraient pas de questions, quoi. Je veux dire, un chien, c'est un nez, avant tout, c'est un nez. Bon, voilà. Donc, bon, mais quand on fait travailler un chien, on attend à son bien-être. Donc, c'est pas facile. Il y a un décalage quand on voit ces chiens dans la neige comme ça qui s'expriment pleinement, et puis quand on voit le même chien dans une ville chaude ou en appartement, etc., où je pense que ça pose une question. Oui, ça pose question, mais moi je continue comme j'ai expliqué à certains, vous voulez sauver les baleines, ben nous on veut sauver les chiens de traîneau, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de course de chiens de traîneau, il n'y a plus de chiens nordiques, hein. Ou alors c'est des chiens de salon qui n'ont pas leur place en ville, enfin faut arrêter, ils sont pas faits pour ça. Une anecdote qui symbolise l'esprit les carottes. Ouf. Ah, ça, c'est pas une question facile parce que. Non, j'ai pas. Enfin, je sais pas comment dire. Anecdote, c'est. Non, il n'y a pas d'anecdote. Les carottes, c'est une globalité, quoi. C'est-à-dire que honnêtement, c'est un bonheur 24/24 pendant 10 jours. C'est pas facile, c'est fatigant. Hein. Moi, je suis pas en bon état, donc l'altitude, ça me réussit pas bien. Mais les anecdotes, c'est en permanence. Ouais. C'est en permanence. Et pour moi, c'est pas une anecdote du tout. Hein, mais ce qui est mon grand bonheur, et c'est rare, c'est quand nos pisteurs là, viennent me chercher, me mettre sur un skidoo et me disent on va te poser à l'autre bout de la piste avec ton appareil photo et comme ça tu vas en profiter un petit peu, quoi. Parce que sinon, j'en profite pas. On est tout le temps à regarder à droite à gauche ce qui se passe. C'est pas facile à organiser. Voilà. En tout cas, on est sur un format podcast, donc je ne sais pas si ça se voit, j'espère que ça s'entend. Quand tu en parles, ton visage s'illumine, hein, ça c'est assez clair. Ouais. Voilà. Puis après, on est tous les jours en train de regarder la neige. Donc c'est complètement fou parce qu'on peut. Il y a 2 ans, on s'est trouvé coincé, obligé d'annuler une étape par excès de neige. Enfin, voilà. À mi-mars. L'an dernier, on se disait, est-ce qu'on va arriver à finir la course parce que la neige est en train de fondre, quoi. Donc c'est ça aussi qui est... c'est pas rigolo en soi, mais c'est des défis permanents. Ouais, puis la montagne, c'est pas facile de toute façon. Donc le chien, en ta vie, c'est quelque chose de vraiment important. Ouais. Ah ouais. Le chien, c'est... Ouais, je trouve que c'est un animal extraordinaire, franchement. Vraiment extraordinaire. Je voudrais que les gens... prennent conscience du fait que même s'ils ont un Yorkshire, un Pinscher, enfin, voilà, un chien de ce type, ils peuvent en faire autre chose que de le promener dans un cabas ou le laisser sur un divan, quoi. Que les gens prennent conscience de ce que le chien, non seulement est capable de faire, mais aime faire. Et les rendre... On parlait de bien-être, le bien-être, c'est permettez à votre animal de faire ce qui vraiment est son bonheur, quoi. Donc respectez-le dans son animalité, de grâce à arrêter d'anthropomorphiser comme des malades, quoi. Le chien de traîneau, c'est le chien idéal ? Non, parce que c'est un chien qui est un peu plus stupide que les autres. Non, pour moi, le chien idéal, c'est le Labrador. Ouais. Pas photo, mais... le chien idéal, c'est ton Labrador, non, c'est clair. Mais non, je pense pas... Oui, c'est mon Labrador, c'est vrai, mais bon, le chien de traîneau, ce qui est fabuleux avec ces chiens, c'est que, enfin, je sais pas, j'ai fait, je sais pas combien de grosses courses comme véto dans mon existence. J'ai dû en tripoter des dizaines, enfin oui, plusieurs dizaines de milliers, je pense, et en recoudre pas mal. Mais jamais j'ai pris un coup de dent, quoi. Je pense que les seuls coups de dent que j'ai pris de ma vie, c'est quand même par des Yorkshire ou des Pinscher. Donc, voilà. Pour moi, ça a valeur démonstrative. Après, sûr que si on aime le sport, il y a un certain idéal sportif qui s'incarne dans ces chiens-là.
Ouais, puis, mais même eux, ils se prennent au jeu. Enfin, je veux dire, c'est des chasseurs à vue, on le voit bien, quoi. Quand un attelage rattrape un autre attelage, c'est hallucinant de voir l'excitation des chiens. Ils sont comme des fous pour vouloir rattraper les autres, puis après, ils les doublent, donc c'est les autres derrière qui. Je trouve que c'est rigolo, cette émulation. Euh, non, non, c'est un monde, c'est un monde vraiment sympa, avec des chiens qui sont vraiment sympas. Ouais. Et aujourd'hui, on va dire, en parlant de ton métier, la passion est toujours là? Ouais. Ah ouais, ouais, moi je suis. Enfin, si on parle du volet enseignant, euh, elle est moins là, je le reconnais. Alors, est-ce que c'est de l'usure? Parce que des fois, quand on répète les mêmes choses pendant 40 ans, on finit par en avoir marre, donc j'essaie de les faire évoluer un peu, mais bon. Ou est-ce que c'est ces évolutions sociétales qui font que les populations étudiantes ne sont plus les mêmes? Alors, s'ils écoutent ça, ils vont être fâchés contre moi, mais vous n'êtes plus les mêmes qu'avant, les jeunes, hein, c'est comme ça. Donc, quand on est vieux, on a plus de mal à s'adapter. Euh, Après, sur le volet recherche, non, là, la passion, elle est toujours là par rapport à nos programmes Nosaïs. Sur le chien de traîneau, la passion, elle est toujours là. Euh, sur le volet pompier, bah voilà, quoi, on passe à autre chose. Puis de toute façon, il va bien falloir passer à la retraite aussi, donc je garderai les chiens de traîneau et Nosaïs, quoi. Voilà. C'est ça. Quand sur ton compte LinkedIn, j'ai lu quand la passion guide une vie professionnelle, c'est souvent c'est souvent un grand bonheur et parfois ça fait très mal. Tu as quelque chose à à nous en dire du parfois ça fait très mal ou? Bah, ça fait très mal parce que quand on se met à fond dans ses passions, on oublie beaucoup de choses. Trop de choses. Alors déjà, les femmes pardonnent pas quand on n'est pas suffisamment présent. Voilà. On peut les prendre toutes autant qu'elles sont. Il y en a une là qui regarde. Bon, donc on paye la note. Et puis après, j'ai des enfants. Et j'y tiens, mes enfants, mais je pense que voilà, ils ont le sentiment que je les ai fait passer après le volet passionnel de mon existence. Et même s'ils sont très grands maintenant, ils me causent plus trop, quoi. Donc, oui, c'est des choses qui laissent des traces. Et on se dit comment je peux rattraper ça, voilà, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie dans mon existence? Pourquoi est-ce que je me suis trop investi sur ça ou sur ça? Et je crois qu'on s'en rend pas compte. On est dedans, puis on se dit, ils vont comprendre, quoi. Ils vont comprendre. Mais il y a un stade où, non, ils comprennent pas et on passe à côté de certaines choses. Et ouais, c'est pour ça que c'est dur. Ouais. Quand on fait le bilan, ouais, c'est dur. Un équilibre difficile à trouver, on va dire. Ouais, un équilibre difficile à trouver, qui est pas. Ça fait aussi partie des choses qui m'amènent à. Je dis pas à ne pas aimer, c'est pas ça, mais je veux dire que les jeunes maintenant, ils sont orientés plutôt vers le côté, je sais pas, en tant que veto, de dire, mais je préfère être salarié, avoir mes week-ends, quoi. Je veux dire, on le voit, on a des étudiants qu'on envoie en stage, qui partent en stage en rural. La première chose qu'ils disent au veto en arrivant, c'est, ah, mais moi, je bosse pas le samedi, je bosse pas le dimanche, je bosse pas la nuit. Qu'est-ce que tu viens faire en rural, quoi, hein, honnêtement, voilà. Donc c'est, pour moi, c'est difficile à entendre. Mais là encore, c'est pas spécifique au monde veto, c'est une évolution sociétale, je crois. Mais je me dis, où ils vont trouver leur passion, quoi. Est-ce qu'ils vont la trouver dans leur... Il n'y a rien de mieux quand même sur Terre que de pouvoir exercer son métier tout en étant dans un cadre passionnel. Enfin, on n'a pas l'impression d'aller bosser le matin. Et ça, c'est fort quand même. Donc, où est-ce qu'ils vont trouver ça s'ils partent du principe que bosser, c'est faire des heures? Ça peut pas le faire. Ouais, où est-ce qu'ils vont trouver le plaisir aussi? Ils vont peut-être le trouver ailleurs, dans quelque chose de complètement différent, mais à ce moment-là, être veto, ça deviendra une corvée. C'est un peu dommage. Et du coup, est-ce que tu aurais un message ou un conseil à leur délivrer à ces jeunes vétérinaires 2023? Toujours le même. Cultivez vos passions, essayez d'en avoir. Regardez dans votre schéma passionnel ce qui peut se raccrocher à votre profession. Et c'est vrai que je prenais l'exemple quand on a débuté cette discussion du collectionneur de timbres.
Ouais, devient le meilleur du monde dans le domaine des timbres animaliers ou des timbres vétérinaires, ou ce que je sais, moi. Mais ça peut être de l'art, ça peut être un tas de choses. Mais à partir du moment où on met sa profession là-dedans, ben, déjà, le mot profession, il commence à disparaître. C'est-à-dire que même si à un moment donné, il faut faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, il faut accepter de les faire. Moi, il y a des choses que, franchement, quand j'enseigne le grain de blé depuis la nuit des temps, c'est quand même pas le truc qui m'excite le plus, quoi. Faut être honnête. Mais ça, c'est la punition pour avoir le droit de faire le reste. Il faut l'accepter. Donc ce serait ça le seul conseil que j'ai à leur donner, c'est d'essayer de trouver dans notre métier, il est extraordinaire, il ouvre à tellement de choses, tellement de choses. On est des polytechniciens de la biologie, on n'est pas autre chose. Avec une ouverture d'esprit qu'il faut qu'on garde. Et puis avec voilà. Après, il y a plein de choses qui, enfin, je sais pas, les instances vétérinaires des fois, voilà. Moi, quand j'ai appris cette année que je cotise à l'ordre, mais j'ai plus le droit de soigner mon propre chien. J'ai dit, monsieur l'ordre, ciao, bye bye, quoi, parce que là, c'est pas acceptable. Voilà. C'est fait partie de ces trucs, de ces évolutions sociétales là qui sont d'un ridicule sans nom, honnêtement. On a l'impression de plus être veto parce qu'on n'est pas vétérinaire praticien et qu'on est enseignant-chercheur. Mais les gens, là, calmez-vous. Donc c'est ce genre de choses qui finiront par casser toute forme de passion. Trop d'administratifs, trop de paperasse, voilà. Tu aimes lire? Ouais, j'aime lire. Ouais. C'est quoi ton dernier livre de chevet? Mon dernier livre de chevet, c'est, je sais même pas l'auteur. C'est un livre d'histoire sur le Moyen Âge. Moi, j'aime bien ce qui est histoire. J'aime bien lire des livres d'histoire. Donc j'en suis à la moitié. J'en retiens rien, c'est pas le problème, mais ça me plaît bien. Le Moyen Âge, j'aime bien, je trouve. Ouais, une période en plus qu'on connaît pas très bien en vrai. Non, mais en plus... C'est pas ce qu'on nous enseigne le mieux dans le... On m'avait dit que dans une autre vie, j'étais François Ier, donc j'essaye de remonter dans le temps. Voilà. La Renaissance, alors bon. Ouais, c'est pas le Moyen Âge, c'est vrai. Mais... On pourrait dire qu'il y a un livre qui a marqué ta vie, ou un livre que tu as envie de conseiller aux gens qui nous écoutent. Oh, L'Appel de la forêt, Jack London, voilà. Comme tous les gens de Chien de Traîneau. C'est clair. C'est vraiment le... C'est la référence. Ouais, c'est le facteur déclenchant. Ouais, clairement. Bon, on arrive au bout. Le mot de la fin? Le mot de la fin, d'abord merci, parce que moi je ne m'attendais pas à une discussion comme ça à bâton rompu, je trouve ça plutôt sympa. J'espère que les gens n'ont pas... je suis pas très politiquement correct, je le sais, donc j'espère que j'ai pas choqué trop de monde. On n'a aucune ambition dans le politiquement correct. Hein. Non, mais voilà, le mot de la fin, c'est pour les jeunes qui écouteront ça. Je répète, cultivez vos passions et vivez-les et essayez de les raccorder à votre profession. Pour le reste, mon dernier mot de la fin, ce sera France 7, Angleterre 0. Très bien, on verra ça. En tout cas, moi aussi, je te remercie. J'ai eu beaucoup de plaisir à cet entretien passionné et passionnant. Et puis, voilà, je suis ravi de partager ça avec les gens qui vont écouter ce podcast. C'est gentil. Merci. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère de tout cœur que cet épisode du Veto du mois vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. Avant de vous quitter, je vous invite à retrouver dans la description de cet épisode une petite bio de notre invité et les éventuelles références faites dans l'épisode. Si vous souhaitez nous contacter pour poser des questions, proposer des invités, partager des réflexions, eh bien n'hésitez pas. Vous avez les liens toujours dans la description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente journée. Encore 1000 merci de nous écouter. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et surtout, continuez à vivre votre métier avec passion.